Si je vous dis l'Acadie, à quoi est-ce que vous pensez tout de suite? Alors peut-être à la chanson, tous les Acadiens, toutes les Acadiennes. Et sinon, pas facile. Eh bien l'Acadie, c'est ça. Un petit bout de terre, tout perdu, en bas à droite du Canada, qui fut la toute première colonie française ici. Et ceux qui ont fondé cette colonie sont arrivés par là, par cette baie magnifique, la baie de Fundy. C'était en 1604 et ils furent les tout premiers Acadiens. Et peut-être eux aussi ont eu la chance d'être accompagnés par les baleines. Mais qui sont donc les Acadiens? Il y a plus de 2 siècles, l'Acadie était un territoire français, un petit morceau de France, en Amérique du Nord, que nous avons perdu. Malgré nos forteresses et nos canons, les Anglais ont été les plus forts. Depuis 1755, l'Acadie n'est plus française, l'Acadie n'est plus un pays. Moi j'aurais bien voulu qu'on aperçoive quand même quelques Anglais décimés là. Ben, ils sont là, mais ils sont morts. Mais les Acadiens sont plutôt tenaces. Ils sont toujours là. Ils sont encore 300 000, répartis dans 3 provinces anglophones. Ils sont bien là, bien vivants et fiers de parler français. On appelle ça du rampage. Redites-moi, du quoi? Du rampage. Du rampage. Du rampage, ça fait qu'on rampe. Ah, du rapage. Ouais, du rampage. D'accord. Être acadien, c'est un état d'esprit, une façon de voir la vie en bleu, blanc, rouge, de ne pas trop se prendre au sérieux, quitte à grimper aux arbres juste pour épater la galerie. C'est des grands enfants les Acadiens. Bah oui, surtout les hommes. Ah, surtout les On hommes. les voit. L'Acadie, ce sont aussi les grands espaces, la mer à perte de vue et des forêts de cartes postales. Est-ce que ce serait pas la célèbre cabane au Canada là? Ici, la nature prend quelques libertés. Une vague peut remonter la rivière et vous déposer en ville. Regardez ça. Waouh! Quant aux oiseaux, ils se déplacent comme des bancs de poissons. Pour aller à la rencontre des Acadiens, il faut prendre son temps, trouver une voiture qui connaît bien le pays et rouler beaucoup. Alors parmi les Acadiens, il y en a encore beaucoup qui parlent le français. Il existe donc de ci, de là des petits endroits, des villages, des bourgades où le français résiste à la déferlante anglo-saxonne depuis des siècles. Un petit peu comme des petits villages gaulois. Il faut dire qu'ici, on n'est pas au Québec. Au Québec, le français est la langue la plus parlée, mais pas ici, on en est très loin. Donc pour aller chercher ces villages gaulois, il faut faire pas mal de kilomètres. Il faut arpenter les côtes découpées de l'Acadie, il faut franchir des bras de mer, comme ici. Ça, c'est l'un des plus longs ponts du monde. Il fait 13 km de long. On l'appelle le pont de la Confédération. Il nous emmène sur l'île du Prince-Édouard, là, juste en face, où se trouve un petit village gaulois, une petite zone qui s'appelle l'Évangéline. On va aller voir les Acadiens. I don't want your loving anymore, 'cause I won't be free as before. The day you walk just walk
parce que plus on approche du petit village gaulois, plus on voit des drapeaux français. Ce qui est quand même, curieux ici au Canada. En fait, si vous regardez bien, c'est pas tout à fait des drapeaux français. C'est des drapeaux français avec une étoile. Une étoile appelée l'étoile de Marie. La petite colonie acadienne a choisi la Vierge Marie pour la protéger et la guider à travers les orages et les écueils. Jamais un pêcheur acadien ne partirait en mer sans la protection de sa bonne étoile. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Tous les pêcheurs de la région convergent vers le petit port d'Edgemont. Il y a du bleu, blanc, rouge partout. Et c'est beau tous ces bateaux là. Qu'est-ce que c'est tous ces bateaux qui arrivent? Ça, c'est les bateaux qu'ils utilisent pour faire la pêche au homard. Parce qu'ici on pêche le homard. Le homard, à ce temps-ci de l'année, ça dure 8 semaines. Puis là, aujourd'hui, on appelle ça le défilé de bateaux. C'est la parade pour le festival acadien agricole ici. Et puis là, il va y avoir une messe. Ok, donc c'est un événement. C'est ça, oui. Oui, c'est à tous les ans, c'est une fois par an. Une fois par an. Et vous êtes un Acadien? Moi, je suis un Acadien. Un vrai? Un vrai Acadien. Est-ce que je peux toucher Ah oui, tu peux toucher un vrai Acadien. Mais parce que, vu de France, on ne sait pas trop ce que c'est, les Acadiens. Ah non? Non, on ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Mais je suis fier d'en rencontrer un. Merci. Et puis moi, je suis un Acadien du Nouveau-Brunswick. Mais il y a des Acadiens à plusieurs endroits. Ah oui, les appartenants étaient dispersés partout, au travers de l'Amérique du Nord. Et alors là, il y a marqué fierté. Semons notre fierté. Semons notre fierté. Semons notre fierté. Ça, c'est la devise de quoi, ça? Ben, c'est comme ça veut dire, on est fiers d'être Acadiens. Ça Oui. fait, tenons à semer notre fierté. Et comment est-ce que vous faites pour la semer? Ils font des petites papousses. Nos jeunes qui poussent. C'est les jeunes qui poussent, qui sont là sur les bateaux. C'est ça. C'est ça qu'on dit, semer notre fierté. Alors, bienvenue à tous pour cette messe ce matin. C'est quand même étonnant d'être au bout du monde un peu. Et puis tout à coup de voir des drapeaux bleu, blanc, rouge partout, de voir des gens qui parlent français, de voir une messe en français. C'est un petit peu comme être à la maison, mais très loin, mais à la maison, mais très loin. Et alors, est-ce que vous avez l'impression d'être comme une petite minorité, mais qui se serre les coudes, qui résiste à tout? Exactement. Oui, c'est oui. ça? On tient toujours ensemble, puis on a toujours un bon support, un bon accueil, puis on s'aime beaucoup. On est toutes des belles petites communautés françaises. C'est vrai? Oui. Vous vous aimez beaucoup. On s'aime beaucoup. Oui. Donc il y a quelque chose de fort entre vous tous ici. Oui, exactement. Et est-ce que tout le monde se connaît? La plupart du monde, oui. Petite communauté, ça se connaît tout. C'est vrai, on est de même. Et comment vous avez fait pendant toutes ces années, tous ces siècles, pour conserver le français? Alors, pourquoi vous ne parlez pas anglais? Parce que c'est ma langue. Je suis chiac, puis je suis fière d'être chiac. D'être? J'apprécie. Je suis chiac. Chiac? On appelle ça chiac. Qu'est-ce que c'est chiac? Ben, c'est notre langage. C'est votre- d'Acadie, je veux dire, on appelle ça chiac. Le chiac? Chiac. Vous dites pas le français? Non, le chiac. Ah bon? Je suis quand même française, mais je suis chiac. Alors attendez, parce que c'est compliqué pour nous. Parce que quand vous dites « je suis française Oui. », pour nous ça veut dire « je suis de nationalité française Ben, je suis une Canadienne. ». Vous êtes une Canadienne? Oui, on le sait, du Nouveau-Brunswick. Oui. Puis je suis chiac, j'ai de la nature, je suis une Acadienne. Léon. Pourquoi pas? J'adore ce petit accent. Ah, merci. J'adore. Après la messe, la fête. C'est la grande foire agricole de la région. Tous les Acadiens du secteur s'y retrouvent pour célébrer fièrement leurs racines.
menu, fanfares, pique-niques improvisés et toujours devant chaque maison, du bleu, du blanc et du rouge. Pourquoi vous avez mis autant de drapeaux? Ben, c'est juste pour fêter, puis ça fait de la belle couleur, puis ça fait une belle ambiance, puis tout le monde est de bonne humeur, puis toute la fin de semaine. Hein? C'est du fun, c'est amusant. Et c'est quoi le secret de la bonne humeur ici? Je pense que c'est d'être en famille, en groupe, en amis, avec les voisins, puis on fête la fin de l'été, et puis d'être acadienne. Il n'y a rien de plus beau que d'être acadienne dans le monde. Il n'y a rien de plus beau que d'être acadien? Non, acadienne. 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 Oui. Et quand on est acadien, la rigolade, c'est du sérieux. Au programme des festivités, lancer de bottes en toutes directions. Et ce qui remplit les tribunes, ce sont les galipettes sur tronc d'arbre à plus de 18 mètres de haut. Une habitude héritée de l'époque où une grande partie des Acadiens étaient bûcherons. Et c'est des grands enfants, les Acadiens. Ben oui, surtout les hommes. Ah, surtout les hommes. On les voit. Parce que vous ne rigolez pas. Pas du tout. Vous êtes très sérieuse. Ben oui. Ça se voit. Oui, ben c'est ça, c'est le festival acadien, alors tout le monde est content. On regarde les hommes nous donner un spectacle et puis tout le monde rigole. Alors, pour la première partie, le 2, 3, 9. Et quand il s'agit de passer à table, pas le moindre menu. Ici, c'est plat unique. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure du repas? Oh, ils vont la compétition du cochon. De quoi? Le cochon, celui qui peut manger le homard le plus vite. Celui qui peut manger le plus vite, le cochon? Non, le homard. Ah, le homard! Et pourquoi vous me parlez du cochon? Ça prend des cochons pour faire ça. Ça s'appelle des cochons? Tout ça, c'est des cochons? Oui. Et pourquoi des cochons? Parce qu'il va manger un homard très vite, Ah, comme des cochons? comme des cochons. Ah, d'accord. Donc, c'est un concours de gens qui mangent comme des cochons. Très bien, mais ça me paraît intéressant. Donc, vous êtes cochon numéro 1. Oh, c'est beau. Et alors, comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que vous allez attaquer ce homard pour être le plus rapide? Je ne peux pas donner mes secrets. Ah bon? Il y a vraiment des secrets? Oh, ouais. Il y a les secrets. Ah bon? Et il faut commencer par les pinces ou par la queue? Moi, je commence par les pinces. Ah oui? Pourquoi? C'est plus difficile à rouvrir. Ah oui. C'est la pince. Donc vous commencez par ce qu'il y a de plus dur. Ouais. Après ça, on ira à la queue. Le corps, on n'a pas besoin de le manger. N'oubliez pas, prêt, partez, go! C'est quand même du massacre. Comment transformer un mets raffiné en opération boucherie-charcuterie? Je vous sens très très concentré. Hein? C'est le premier. Vous en avez encore dans la bouche? Vous n'avez pas tout avalé? Ça va aller. Alors, vous checkez? Oui, c'est qu'il a tout mangé. Ah ben non, il en reste un peu là, dans les pâtes là. Les petites pattes sont pas vraiment chères. C'est pas grave les pâtes? C'est pas grave. C'est bien. C'est bien? C'est bon, vous pouvez arrêter. On a un gagnant, c'est Robert Ossino. Félicitations. Bravo. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez me révéler votre secret pour avoir mangé très rapidement? C'est pas le premier que je mange. D'accord, ça me paraît bien. Do you know that the first one finished 5 minutes ago? Yeah, I'm taking it all. Ah, I'm getting every last bit. just because you like it. I love lobster. Mais alors vous êtes un Acadien parce que vous avez les petits drapeaux sur les joues, mais vous ne parlez pas français. Donc alors, est-ce que vous êtes un vrai Acadien? No, No. my girlfriend is. Your girlfriend. Ah. Donc tout ça, c'est de l'amour. All love. Non. Alors, 1, 2, 3, partez.
Un homard, c'est quand même une pièce de luxe, un mets savoureux qu'on prépare avec amour pendant des heures. Est-ce que c'est pas quand même un peu bizarre de donner ça à avaler en 40 secondes? C'est pas du gâchis? Non, parce que, tu sais, quand vous habitez ici à l'île du Prince-Édouard, le homard est tellement commun que les gens peuvent l'avoir n'importe quand, n'importe où, et il n'est pas très dispendieux. Je peux m'en aller ici à 1 kilomètre d'ici et avoir le homard que je veux, puis je vais avoir ça sous 20 $. 20 $ pour un homard? Non, ça va me coûter pour un homard, va être à peu près peut-être 5-6 $. 6 $? Ben, un homard complet? Oui, cuit. Cuit? Oui. 6 $ canadiens, ça fait quoi? Ça fait 4 €? Oui, à peu près. Oui, à peu près 4 mais ça coûte rien. C'est moins cher d'avoir un homard ici, probablement, qu'avoir un sandwich au peanut butter. Et donc, il y a énormément de homards dans la mer ici? Oui. Autour de l'île du Prince-Édouard, c'est rempli d'homards. Et puis, à partir du mois de mai, aller jusqu'au mois d'octobre, il y en a plein de homards. En port du coin, on pêche combien de homards par jour? Ça peut varier, évidemment, mais une bonne année, ça pourrait probablement environ 36 tonnes. 36 tonnes? Par jour. Par jour? Oui, qui ont des pêcheurs qui sont OK, oui. Bon, on aura appris quelque chose. Mais oui. À vos marques, prêts, partez! Et pendant que les cochons ne font qu'une bouchée des homards, les vaches, elles, sont à l'honneur. Toutes sortes de concours permettent de remporter des lots très attendus. C'est une grande partie du festival. On gagne bien avec ça? Oui. Qu'est-ce qu'on gagne? On peut gagner quelques 100 piastres, alors... Et c'est combien de dollars, 100 piastres? 100 $. Ah, une piastre, c'est 1 $. 1 $. Oui. J'adore les mots. Ce sont des vieux mots français. Ah ouais, les piastres, c'est un vieux mot. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous distingue d'autres. Parce que nous, ici, on a regardé des vieux mots. Comme on va dire, « Oh, je suis bénaise de te voir aujourd'hui. » Je suis bénaise. Je suis bénaise. Je suis très contente de te revoir. Et ça vient de bien-aise. Puis c'est un mot français qui a été mis de côté, mais qu'ici, les gens plus âgés vont dire encore. Et donc on dit, je suis bénaise de te voir. Je suis bénaise de te voir. Voilà, on fait une petite pause. Moi, ce que je voudrais savoir, voilà, c'est reparti. Où est-ce que les Acadiens vont chercher cette espèce de joie qu'on trouve partout comme ça, qu'on ressent, mais qui est vraiment palpable dès qu'on arrive? C'est dans nous, on a grandi comme ça. Grandi comme ça, c'est que dans la famille, on rigole? Oui. Dans toutes les familles? Dans toutes les familles, c'est général. C'est comme ça, oui. Mais d'après vous, d'où ça vient? D'où est-ce qu'ils ont puisé historiquement cette joie, les Acadiens? Mais les Acadiens, ici, on est entourés d'anglophones et ils ont essayé de nous abaisser pendant des années. Et puis nous, les Acadiens, on a voulu se montrer, garder ce qu'on avait, de montrer notre fierté en faisant des fêtes, en faisant des festivals comme ceci. C'est s'affirmer par la joie. Exactement. C'est parce génial, que, ça. ben oui, ça détruit l'ennemi. Parce que comment est-ce qu'un ennemi va venir te casser? Si t'es joyeux. Ben oui! Alors, mais c'est ça, on a dû lutter. Et puis, dans tout ça, on a gardé la fierté. Et puis, de plus qu'on lutte, de plus qu'on redevient fier et de plus qu'on veut montrer notre fierté. Alors ici, on s'affirme par la joie, mais il y a des endroits pas loin d'ici, c'est à Caraquette, où on s'affirme par la joie et par le bruit. C'est un énorme événement. Et là, c'est pareil, c'est pour montrer aux Anglais qu'on est toujours vivant, c'est ça? Exactement, c'est le Grand Tatamar. Le Grand Tatamar. À Caraquette, voilà. c'est ça. Et ça vaut le coup d'œil. Ce matin, le boulevard Saint-Pierre de Caraquette est comme d'ordinaire, plutôt calme. Mais il flotte dans l'air une ambiance de fête. Car aujourd'hui, c'est le 15 août, le jour de la fête nationale acadienne. Et à 18 h, l'ambiance ici sera très différente.
C'est le tintamarre des Acadiens. Le vacarme d'un peuple qui a bien failli disparaître. Déportés de force par les Anglais il y a 2 siècles, des milliers d'Acadiens ont péri lors de cet exil, appelé le Grand Dérangement. Tous les 15 août, les descendants de ceux qui ont survécu se rappellent au bon souvenir des Anglais de la plus bruyante des manières. Un peuple insoumis et fier de ses racines françaises. Mon nom, c'est Denise Degary-Noël. Mon arrière-grand-mère du côté de ma grand-mère vient de Poitiers, en France, du nom de Hélène Paulier. Mon nom de famille est Malais. Mes ancêtres viennent de la Normandie. Le nom de famille vient de France. Je suis une Cormier. Mon père est un Cormier, ma mère est une Cormier. Je suis doublement Cormier. Nos noms de famille Aucoin, de La Rochelle, en France. Moi, je suis une Aucoin aussi. Mon père est un Fréchette. Les racines, c'est l'île de Ré. Il est 15 heures. Le boulevard Saint-Pierre commence à se remplir. Le 15 août, la ville accueille 5 fois plus de monde qu'elle ne compte d'habitants. Tout le monde se prépare à la fête. Et les inconditionnels sont déjà là. Comme les sœurs Savoie. Acadiennes jusqu'au bout des ongles. 37 tintamarres au compteur. Merci beaucoup. Et quelques printemps de plus. Moi, j'ai 67, elle a 75. Immortaliser la belle folie de cette journée, c'est le travail de Julie d'Amour-Léger. Un instant. Hey, je veux ça moi aussi. C'est la photographe officielle du Festival acadien qui organise le tintamarre. Oh, vous êtes belle. Alors, vous êtes de la Nouvelle-France, si je comprends bien? Merci beaucoup. Ah, c'est super. C'est notre carnaval de Rio. Là, je veux dire, c'est encore tranquille. Là, c'est des petites photos un peu, comme on dit, stagées, c'est-à-dire placées. Mais pendant le tintamarre comme tel, là, on fonce dans l'action. Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de costumes, des couleurs, des sourires grands comme ça, là. Puis, ben, c'est merveilleux. Il y a un cliché que Julie ne doit pas rater. OK, pas trop loin, pas trop loin. Celui d'Évangéline et Gabriel. Là, pas de l'autre bord. Comme ça, la banderole, bien en évidence. Collez-vous. Ces 2 personnages mythiques incarnent la mémoire du Grand Dérangement, le drame fondateur de l'identité acadienne. En 1755, pris au cœur du conflit colonial entre la France et la Grande-Bretagne, les Acadiens refusent de prêter allégeance à la couronne britannique. La réponse des colons anglais est immédiate. Ils confisquent les biens des Acadiens et les chassent de leurs terres. Puis, ils organisent leur déportation. C'est à ce moment-là que le couple Évangéline et Gabriel aurait été séparé. Les Anglais ont séparé les familles, les femmes et les enfants, les ont mis sur des bateaux. Les Acadiens ont été envoyés de par le monde. On n'a pas encore nommé vraiment la déportation des Acadiens de génocide, mais à peu près la moitié de la population a péri. Mais malgré cette déportation massive, les Acadiens ont survécu. C'est la résilience de leur peuple qu'ils célèbrent au tintamarre.
cœur percé s'oublie dans la joie que l'on prend à se trouver. Comme on a presque disparu de la carte, une fois par année, on a envie de démontrer qu'on est toujours là en faisant du bruit, en faisant la fête, avec des chansons, avec de la musique, avec des costumes, pour montrer aussi qu'on est joyeux, qu'on est toujours un peu fiers d'être Acadiens, puis qu'il n'y a personne qui va venir à bout de nous autres. Le grand tintamarre débute dans 1 heure. Et c'est la dernière ligne droite pour Jean-Pascal Brideau. Ça fait déjà 1 an, moins 1 jour que j'attends cette journée-ci. Chaque 15 août, il fabrique un costume géant aux couleurs de l'Acadie. Et cette année, il espère bien remporter le premier prix. Le tintamarre me permet de démontrer ma fierté acadienne. Démontrer qu'on a une joie de vivre. Je crois qu'elle a toujours été là malgré les grands malheurs. Jean-Pascal a vu grand. Il veut fabriquer un dragon de 10 mètres de long aux couleurs de l'Acadie. Et il est loin d'être prêt. OK, donnez un coup par en avant. Difficile. All right, il descend. Parfait. Bon, c'est supposé de marcher, ça. Alors toute sa famille est venue prêter main forte pour finir dans les temps. Faire des petites languettes avec ça, là? Oui. Pour participer au concours, Jean-Pascal doit s'inscrire avant le début du tintamarre. Ah, ici, oui. Il faut que je décolle dans 15 minutes maximum, parce que pour me rendre, j'en ai pour une vingtaine de minutes à pied, admettons. Avant d'avoir trouvé les jurys puis tout, ça fait qu'on va être juste à la dernière minute. Là, le stress est là. Je pense que mes frères et sœurs et tous mes amis sont plus stressés que moi, là. Ben, ça va y aller. OK, vous pouvez le monter tranquillement. On débranche les choses à colle, là? À 30 minutes du tintamarre, un invité prestigieux est venu rendre une visite surprise aux Acadiens. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. C'est une reconnaissance incroyable que le Premier ministre du Canada vienne à Caraquet le 15 août. Ça n'arrive pas toutes les années. Puis il y a une espèce d'histoire d'amour avec Justin Trudeau qui se dément pas. Il est en lune de miel. Il faut dire que Justin Trudeau a un atout. Salut tout le monde! Il parle français. On entend-tu des Acadiens ici? Né d'une mère anglophone et d'un père francophone, ancien Premier ministre du Canada dans les années 80, Justin Trudeau est un défenseur du bilinguisme. On travaillait fort pour gagner votre confiance. Et aujourd'hui, on célèbre haut et fort cette identité magnifique, cette belle langue que nous chérissons, cette force de diversité unique au Canada et dans le monde. Vraiment, c'est la journée de crier haut et fort qu'on est fiers de notre culture, qu'on est fiers d'être Acadiens, qu'on est fiers d'être Canadiens. Un discours qui n'est pas pour déplaire à Jean-Marie Nadeau. Ce leader de la cause acadienne a été l'instigateur du premier tintamarre. À l'époque, les hommes politiques ne s'y bousculaient pas. On a commencé ça en 76-77. On avait commencé ça de l'autre côté de la ville. Et le premier tintamarre a duré 15 minutes et les flics ont commencé à mettre les gens en prison. Et on avait marché de là-bas à l'hôtel de ville ici où était la prison. Et à 200-300 personnes, et on a dit il n'y a pas d'Acadiens qui dort en prison le 15 août, et on a réussi à les sortir. Et après, on a continué à faire la fête. Et c'est une tradition maintenant qui se fait dans presque tous les villages. Pour que les Anglais nous entendent et réalisent qu'on est toujours bel et bien là et bel et bien vivant. Et mère de la reine d'Angleterre. Voilà. Il va y avoir beaucoup de bruit là-bas. Ça fait, va falloir faire sûr de bien communiquer.
Le coup d'envoi du tintamarre est dans 15 minutes et le dragon de Jean-Pascal est enfin prêt à rejoindre la parade. Oh, c'est comme si j'ai fait 3 mois de travail aujourd'hui. Mais je suis vraiment... J'ai pas à me plaindre du résultat, je suis content. On va voir ce que la foule va dire à présent. OK, on se prépare à décoller. Ça fait, oubliez pas, il faut vraiment se suivre. Un pas à la fois. On tient le ballon, puis on va l'avoir. OK, là, ça va commencer à descendre. Commencer à descendre, tourner à gauche. Et on tourne à droite, puis ça va descendre. À droite, à gauche. Dans la gauche, Allô? Les juges du tintamarre, ils sont où? Excuse-moi, les juges du tintamarre, ils sont où? J'ai cherché la table. Bonne fête des Acadiens, bon 15 août! Pendant 1 heure, tous les moyens sont bons pour faire du bruit et faire résonner la fierté acadienne. Pour que tout le monde sache que les Acadiens sont sur la terre. On a une fête nationale, on a un drapeau, on est un peuple et on tient à demeurer le peuple acadien. Être l'esprit acadien, c'est pas peur de parler notre langue et d'être fier, même si on a toutes sortes d'accents qui est peut-être pas reconnus par tout le monde, mais on est fiers de ça. Tu leur demandes de poser une pause, il n'y a aucun problème. C'est la fête. Une heure de fête, c'est peu de choses au regard du travail accompli par Jean-Pascal. Mais la récompense est à la hauteur de l'effort. Le résultat du concours sera donné dans 48 heures. Jean-Pascal ne le sait pas encore, mais il a gagné. Une fois de plus, c'est dans cette cacophonie générale que les Acadiens démontrent qu'ils sont un peuple uni. Ah, moi, je trouve ça émouvant, là. J'ai comme une émotion. Aïe, aïe, aïe. C'est comme grandiose de voir, c'est une marée humaine qui sont ici pour nous, pour fêter avec nous autres. C'est assez impressionnant. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Au vacarme de la foule succèdent les violons. Au rythme de leur musique, les Acadiens repousseront le silence jusqu'au lendemain. Et le lendemain, écoutez, juste le son de la nature. Parce que l'Acadie, c'est ça, vous pouvez avoir un soir la marée humaine, et puis le lendemain, les grands espaces, la nature, la solitude. Là, je suis au bord d'une rivière qui est très célèbre au Canada, qui s'appelle la Restigouche. Et les pêcheurs du coin l'appellent la meilleure rivière du monde.
Dans cet endroit sauvage, j'ai rendez-vous avec Marie-Christine. Elle a choisi une vie 100% nature, elle est guide, et son plus grand plaisir est de partager son amour pour la rivière. Bonjour. Salut. Et c'est vraiment la meilleure rivière du monde? Pourquoi ils disent ça, les pêcheurs? C'est des histoires de pêcheurs ou c'est vrai? Ben, c'est la rivière où il y a les plus gros poissons, les plus gros saumons de l'Atlantique, des monstres gros comme ça. Non. Comme... Gros comment? C'est marrant parce que tous les pêcheurs de la Terre disent qu'ils ont les grands poissons comme ça. Ben, ici, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Et on va en voir? On devrait. On devrait. Bon. Mais c'est aussi une belle rivière. On va descendre ça puis apprécier la nature en descendant. On va peut-être voir d'autres choses. C'est vrai que c'est magnifique, là. Hein? C'est un peu ridicule de dire ça, mais là, on se sent vraiment au Canada, là. Oui. Les Européens qui arrivent ici, ils se disent « Ah, enfin le Canada! » Enfin le Canada! Oui. Fait que tu vas aller voir ça? Oui. Oui, on y va! C'est vraiment beau, là. C'est le verre, c'est un verre canadien, très, très particulier. Même l'eau a ce verre. C'est la première fois que j'entends parler du verre canadien. C'est immense, ça. C'est tellement grand. Les montagnes, la vallée est toute ouverte. Et l'Acadie, alors, c'est pas que des côtes découpées, la mer, c'est aussi des forêts immenses, alors. Oui. Ben, en fait, justement, la forêt qu'on voit ici, c'est la forêt acadienne, une forêt mixte avec toutes sortes d'essences, des feuillus, des conifères, une forêt qui est riche en faune et flore. Il y a une paix qui est parfaite. Est-ce que ce ne serait pas la célèbre cabane au Canada, là? la fameuse cabane au Canada. Ouais. Je me demande tout le temps c'est quoi les Français veulent dire par ça. C'est quoi la cabane au Canada? Vous connaissez pas la cabane au Canada? Ben, pas tellement, non. On entend souvent l'expression, mais on se demande tout le temps un peu c'est quoi. Ben, c'est une chanson. OK. En fait, c'est une chanson très célèbre. OK. C'est ma cabane au Canada, et blottie au fond les bois. La 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 la. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Acadiens, les premiers au milieu de ces forêts immenses? Bien, ici, les premiers Acadiens qui sont venus pour l'industrie forestière. Fait que c'était des bûcherons. Ils sont venus de la péninsule acadienne. Ça fait un peu plus d'une centaine d'années qu'ils sont ici. Puis ils utilisent, ça, c'est les ressources forestières. Ils sont venus bûcher, faire du bois de sciage. Il y a des moulins qui se sont installés. Et comment ils transportaient le bois? Pour transporter le bois, il n'y avait pas de route. Fait que la seule route, c'était la rivière. C'était pas dangereux pour récupérer ce bois? Super dangereux. Ah oui, il y a beaucoup d'hommes qui se sont tués à faire la drave parce que... La drave, c'est quoi la drave? La drave, c'est ça, d'amener les bio jusqu'au moulin sur la rivière. C'était facile de glisser sur un bio puis tomber dans l'eau glacée parce qu'au printemps, comme là, tout de suite, elle est bonne, l'eau, là. Mais au printemps, c'est 6-7 degrés. C'est très froid. C'est pas une vie facile d'être Acadien, alors? Non, c'était pas une vie facile. Alors, ça coule un petit peu plus douce maintenant, là, mais... Vous êtes des Acadiens relax maintenant? Oui, maintenant, l'Acadie est plus relaxe. Mais ces hommes-là sont encore vivants, là. Il y a de mes oncles qui ont fait la drave, puis ils en parlent. Oui, ils trouvaient ça dangereux, puis tout, là, mais ils en parlent comme une fierté, là, d'avoir fait ça. C'est marrant, le nombre de fois que vous dites le mot « fier », les Acadiens, c'est incroyable. C'est dans toutes dans toutes les bouches acadiennes, on est fiers. Ouais. C'est vrai, hein? Ben oui. Ouais, ça doit être parce qu'on l'est pour vrai. On dit fier aussi pour dire content. Je suis heureux. Je suis fière que
Puis on dit fier aussi, comme la fierté. C'est peut-être pour ça qu'on le dit plus souvent. Ben, moi, je suis fier sur cette rivière. Dans le sens content. Ouais. Ça valait le déplacement. Ouais. Ouais. Ah, un petit rapide. On va y aller tranquillement. Une bonne vague, là. Ah, ça s'agite. Oh là. Ah oui, une bonne vague. Un peu plus fort. Oh, ça C'est rigole bon. pas, hein? OK. Oh, on l'a échappé belle. Regarde ça. Magnifique. Tu relaxes. Ah, il y a un pêcheur. Ah oui. Eh bien, je crois que je le connais. Tout le monde se connaît dans le secteur. Hein. Ouais. Le monde est petit en Acadie. Bonjour. Hey, bonjour. On peut venir vous embêter? Oui, oui. Bon. Qu'est-ce que vous pêchez là? On pêche le saumon. Saumon. Ouais. Et ça mord? Ça mord pas tout de suite, non, ça mord pas. Pas bon? Je peux venir vous voir un petit coup? Ben oui. Je vais essayer de le faire élégamment. Hop, hop. Ah, elle est fraîche. Hein. Vous connaissez le saumon? Oui, à l'unilatéral, c'est bon. Ah. Comme ça, la pêche au saumon? Non. Non. Mais je me demande toujours comment vous faites pour pas effrayer les saumons en étant dans l'eau. Ils vous voient à 1 kilomètre. C'est qu'on sait où ce qui est. Normalement, on va savoir où est-ce qu'il se tient, le saumon. Ça fait qu'on s'arrange pour pas qu'il nous voit. Et ça fait combien de temps que vous essayez d'en attraper un, là? Ah, là, ça fait comme un bon 3 heures que je suis ici. Ah oui, quand même. Ouais. Mais c'est ça que c'est, la pêche au saumon. Il faut être patient. Et alors, comment on fait pour attraper un saumon? OK, là, j'ai une mouche, une dry fly dessus. Une dry fly? Oui. Une mouche sèche? C'est ça. Puis la mouche sèche, la dry fly... C'est pas facile à dire en français. C'est dur, hein? Une mouche sèche. C'est une dry fly. Fait que la dry fly, il faut savoir où est-ce qu'il y a le saumon pour pouvoir le taquiner. On y envoie toujours ça. Et je peux voir la mouche La sèche? dry fly? Oui. Ça, c'en est une, ça. Elle est vraiment petite. Regarde. Ah, ça ressemble à une sorte d'insecte, mais qui n'existe pas, en fait. Oui, c'est ça. Ça ressemble à un tibet. Donc, alors comment vous faites? Vous jetez la mouche au-dessus de l'eau? Oui. Oui, parce que là, je sais que le saumon est là. Ouais. Ça fait que là, je m'essaye d'envoyer la mouche droite au-dessus de sa tête, comme Ouais. 1 mètre en avant de lui. En avant de lui? Oui. Puis quand elle va tomber, je la laisse aller comme 1 mètre. S'il n'est pas venu, je la ramène. Ah, OK. Jusqu'à temps qu'il vienne. Vous l'essayez? Ah ouais. C'est comme une petite technique à apprendre. Oui, il y a un coup à prendre. Parce que je me demande toujours comment on fait pour pas accrocher les gens qui sont derrière. Moi, j'avoue que je suis un peu stressée d'être à côté de toi Ouais, pour ouais, que non, tu mais pratiques. vous avez raison. Je pense qu'il faut vous éloigner un petit peu. On va Vous avez te pas laisser la peur? place. Non. Non, parce que je suis très maladroit, je vous préviens. Oui. Là, c'est pas pire. Là, vous sortez 2 pieds, c'est tout. Vous sortez 1 2 mètre, pieds, 1 c'est mètre, 1 1 mètre. mètre, excuse. 1 mètre. Comme ça? Ça s'en vient. Bon, c'est pas ça, donc. Non, mais avec la pratique, là, à un moment donné, vous sentez la ligne, vous sentez la mouche, puis là, ça devient comme... Ah oui. Ça devient comme dans vous-même, là, puis ça... Il faut essayer de deviner le vol de la mouche. Il faut essayer de le ressentir. C'est ça. Ouais. Comme ça. Là, commencez-vous à sentir, là? Un peu. Bon, je suis pas meilleur que vous, hein. Ben, c'est normal, vous commencez juste, là. En tout cas, Marie-Christine, elle est aux abris, là-bas. Oui. Bon, mais c'est pas bien bon ici, ça fait qu'on va aller plus bas. Et plus bas, il y en a? Ouais, vous voyez le ruisseau là-bas? Ouais. Il devrait y avoir des saumons.
Ça commence à être le bon temps pour la pêche. Avant que le soleil se couche comme ça, c'est le bon temps. Ils sont loin, hein? Là, je sors ma ligne pour pouvoir me rendre où ils sont. Et quand on vit dans un endroit pareil, ça doit forger la personnalité, non? C'est des endroits incroyables. Ouais. Non, c'est différent. C'est vraiment différent. Je pense la mentalité des gens ici, c'est pas mal plus relax qu'à Paris, sûrement, là. C'est relax, mais en même temps, c'est dur des fois. C'est dur? Ben, tu sais, les hivers sont rudes. Ici, il n'y a pas beaucoup de travail pendant l'hiver, tout ça. Les gens s'organisent, tu sais, ils ont appris à s'organiser. Donc c'est dur ou c'est agréable de vivre en Acadie? C'est agréable. Et dur. Agréable, mais c'est une dureté agréable. On est fiers de ça, tu sais, d'être comme des vaillants Acadiens qui sont capables de bûcher du bois, et de pour faire résister. fournaise, résister à ça. Ah oui, c'est une fierté. Bon, on attend toujours le saumon, sinon, hein? Oui, ils sont pas vaillants aujourd'hui. Non? Non. Bon. Mais il y a des jours comme ça, la pêche au saumon. Donc on verra pas de saumon? Non, on n'aurait pas de chance. L'eau est trop chaude. C'est trop chaud? La nuit s'en vient. Bon. Je vous rappelle que vous m'aviez garanti un saumon comme ça au début. Oui, mais ils sont là. Ah, ils sont là? Ils sont là, mais c'est qu'ils sont pas actifs, il fait trop chaud. D'accord, OK. Donc, faut revenir au mois de juillet. D'accord. Donc vous me garantissez qu'ils sont là? Ah oui, je te garantis qu'ils sont là. D'accord. Je me suis fait avoir, quoi. Alors, dans le genre paysage magnifique acadien, je voudrais maintenant vous emmener de nouveau dans la baie de Fundy. Vous savez, la baie par laquelle sont arrivés les premiers Acadiens en 1604. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette baie, elle a une caractéristique fascinante, c'est qu'elle possède l'une des plus grandes amplitudes de marée au monde. C'est même la plus grande amplitude de marée de la planète, puisque entre marée basse et marée haute, il peut y avoir jusqu'à 17 mètres de hauteur d'eau de différence. C'est tout à fait spectaculaire, les paysages changent tout le temps. Voilà à quoi ressemble la baie de Fundy au moment des grandes marées. C'est un monde à part. Un monde à l'envers. Un monde où les rivières coulent vers leur source. Où les oiseaux volent comme des bancs de poissons. Et où les hommes marchent sur le fond de la mer. Car ici, on connaît les plus grandes marées de la Terre. Ce monde, c'est la baie de Fundy. Ce matin, au fond de la baie, il y a des habitants qui attendent bruyamment que la mer se retire. Les bécassos semi-palmés. La baie de Fundy est un point de rendez-vous incontournable pour ces oiseaux migrateurs. Les 3/4 des bécassos semi-palmés de la planète y séjournent chaque été. On veut rester en haute plage le plus possible pour ne pas déranger les oiseaux.
Alain Clavette est ornithologue. Il étudie le comportement des oiseaux qui vivent dans la baie. Il y a un beau groupe, là. On a une volée d'environ 20 à 30 000 oiseaux, là. Ils sont un peu excités, là. Tu vois qu'ils attendent que la marée descende pour pouvoir avoir accès à la vasière. J'ai l'impression de retrouver des vieux amis. Oh, d'autres groupes là. Oh, est-ce que c'est un faucon, ça? Non, non, c'est un pluvier argenté. Ah ouais, regarde, il y en a d'autres qui arrivent, là, regarde ça. Incroyable. Ça fait plus de 20 ans que je vois ça, puis je suis encore comme un enfant le matin de Noël. Et ce qu'il y a de spécial, c'est la quantité. Écoute, regarde, il y en a encore qui arrivent, là. Puis à un moment donné, on peut voir sur le site ici, j'ai vu des matinées 150, 160 000 oiseaux sur le site. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que la plage est comme une couverture vivante qui s'envole. Après un voyage de 2 jours depuis l'Arctique canadien, les bécassos font escale sur les vasières de la baie de Fundy pour reprendre des forces. Ils vont manger, en fait, durant tout le cycle de marée basse. Donc, ce qui leur donne environ 5 heures à suivre la ligne d'eau. Et là, la marée va se mettre à remonter. Ils vont continuer à se nourrir comme ça. Donc, ils ont une période entre 8 à 10 heures où ils vont être capables de se nourrir. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont ici pour la nourriture. C'est vraiment la richesse des vasières de la baie de Fundy créée par les marées qui les attire ici. Là, déjà, ici, on voit toutes les petites traces laissées par les pattes des bécassos. Et comme vous voyez, le substrat est très visqueux. Il y a une grande succion qui s'opère sur mes bottes. J'ai l'habitude et c'est pas évident. Ce dont raffolent les bécassos, ce sont ces vers de terre et ces minuscules crevettes, des corophies tourneurs. On en compte des millions dans la vasière. Lorsqu'ils se nourrissent, ils ressemblent un peu à des machines à coudre, donc c'est constamment en train de fouiner dans la vase. On pense que dans une marée basse, un bécasso va manger environ 75 000. L'oiseau est capable, avec un séjour d'environ 2 à 3 semaines, de doubler et même de tripler son poids. Et ça, c'est assez unique dans le monde animal. Les bécassos font le plein d'énergie car un long voyage les attend. Un vol de 4 jours et 4 nuits sans s'arrêter jusqu'en Guyane, à 3000 km de là. Au même moment, un peu plus au sud, il n'y a pas que les bécassos qui s'aventurent à marée basse, mais d'autres visiteurs au pas largement plus lourd. Joachim et son équipe préparent un événement qui n'a lieu qu'une fois par an. Une course à pied sur le fond de l'océan. Aujourd'hui, c'est une marée de pleine lune. La mer va se retirer très loin. C'est pour ça qu'on organise cette course à cette occasion. Vous voyez les bouts de bois là-bas? C'est un filet à poissons. La mer va se retirer encore plus loin derrière, à plus de 500, 600 mètres. Du jamais vu depuis Moïse. C'est le nom de cette course hors du commun. Mais à son époque, le prophète n'avait pas dû prendre autant de précautions que les organisateurs. Là, je m'assure que les coureurs n'aillent pas courir sur les bandes palourdes. Il faut qu'ils restent de ce côté-là, parce qu'il ne faut pas piétiner les palourdes pour les pêcheurs. Julie et sa fille Jonah sont venues exprès de la région de Toronto. Julie est une coureuse expérimentée. Faites attention où vous marchez. Mais courir sur le fond marin est une discipline nouvelle. On n'a jamais couru de la boue, puis j'attends que tu peux s'enfoncer. Mais on trouve je pense que ça va être très, très, très amusant, puis très pittoresque. On va bien aimer ça.
Dans la baie de Fundy, l'amplitude de la marée peut atteindre 17 mètres. Malgré la beauté du paysage, mieux vaut regarder où l'on met les pieds. Car le parcours de 10 km tient de la course d'obstacles. Okay, careful. Holy crap, this is slippery. Oh, that feels good. Mommy, my shoe. My shoe's off. Shoes off? Both. Really? My shoes. Thank you. Julie et sa fille sont déjà à la moitié du parcours, mais pas au bout de leur peine. Oh yeah. Oh yeah, I was bound to trip. I keep tripping. Oh yes. Woohoo! Julie et Jonah ont mis 1h15 pour atteindre la ligne d'arrivée. C'était super beau, mais c'était très difficile. Plus difficile que je m'attendais. Julie s'en sort avec quelques égratignures, mais le sentiment de s'être jouée de la nature. La mère, elle, reprend ses droits. Peu rancunière, elle rend même ce qu'elle a confisqué quelques heures plus tôt. Pour l'ornithologue Alain Clavette, c'est à marée haute que le spectacle est le plus impressionnant. La mer a recouvert les vasières et contraint les oiseaux à se concentrer sur la plage par dizaines de milliers. À quelques mètres seulement de l'objectif d'Alain. La photo rêvée, c'est là où on peut voir, où on peut capter le jeu de lumière. Alors, si on a la moitié de la volée qui montre le ventre et l'autre moitié qui est en train de tourner, qui montre le dos, on a vraiment cette vague argentée. C'est un bon moment, là. C'est une parfaite lumière. Là, il manque juste un prédateur, un faucon émerillon, un faucon pèlerin. Ah, et voilà, ça y va. Regardez ça. Wow! Oh, le faucon est là! Le faucon est là, juste derrière. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il est en train d'essayer d'en isoler un. Alors là, il travaille comme un barracuda travaille autour d'un banc de poissons. Il essaie d'isoler. Et le faucon, ce sera la disette pour le faucon présentement. Il a manqué son coup. C'est pas évident d'être un prédateur. Les bécassos ont remporté leur duel grâce à la force du nombre. On a l'impression qu'ils ont une conscience collective. J'ai jamais réussi à en voir deux qui se frappaient. Ils sont toujours à l'unisson. Sans jamais... Il n'y a jamais rien de chaotique là-dedans. C'est vraiment organisé. C'est comme un être vivant.
Quand la marée monte dans la baie de Fundy, on se demande bien où elle va s'arrêter. Rien ne semble pouvoir la stopper. Sauf les falaises de Joggins, situées dans le fond de la baie. La marée érode leurs flancs 2 fois par jour et révèle des vestiges enfouis depuis des millions d'années. Brian Ebert est un chercheur de fossiles. La marée est son meilleur allié. Chaque couche de cette falaise est la page d'un livre. Et les marées de la baie de Fundy arrachent une page chaque jour. Si vous êtes sur la plage tous les jours, vous pouvez voir quelles pierres viennent de tomber et comment le paysage change quotidiennement. Moi, ça me fascine. Et ça me rappelle combien cet endroit a changé depuis des centaines, des milliers, des millions d'années. Nous sommes sur Terre pour un instant tellement bref, alors que ces falaises sont là pour des millénaires. Aujourd'hui, Brian initie un groupe à la recherche de fossiles. Des fossiles datés d'il y a 300 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. La Terre ne comptait alors qu'un seul continent. Joggins est le meilleur endroit au monde pour observer cette époque. Il faisait très chaud, très humide. Le niveau de l'oxygène était beaucoup plus élevé. Ça ressemblait au delta du Mississippi, comme en Louisiane. De l'eau partout, des marais, plein d'animaux tropicaux et des plantes. La mémoire de ce paysage luxuriant est gardée dans les roches. À Joggins, il suffit de se baisser pour plonger dans le passé. Il n'y a peut-être rien à l'intérieur, mais s'il y a quelque chose, on sera les premiers à le voir. On va commencer par la tranche. Il y a quelques feuilles avec des vers dessus, si vous voulez jeter un coup d'œil. On a beaucoup de chance ici. Nous n'avons pas besoin de creuser. Les fossiles sont là, à ciel ouvert. Ailleurs, il faut beaucoup de temps, des heures d'effort pour espérer les trouver. La baie de Fundy fait 99% du travail pour nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous promener et trouver les fossiles. Chaque jour, de nouveaux fossiles sont dévoilés par la marée. Chaque jour, depuis qu'il a 12 ans, Brian les cherche. Autodidacte, il a tout appris dans les livres et à 14 ans, il côtoyait déjà des scientifiques renommés. Brian a découvert des milliers de fossiles, dont des dizaines d'espèces inconnues. Comme ce reptile qui a laissé son empreinte de pas. Je suis toujours aux aguets. Mes yeux passent d'une roche à l'autre. C'est comme si je les scannais très rapidement. C'est une question de reconnaissance de forme. Si tu es capable de reconnaître certaines formes, tu trouveras les fossiles. J'ai vu des professionnels passer à côté de fossiles. C'est quelque chose qui s'apprend et moi j'ai eu la chance de grandir ici et de pouvoir venir tous les jours. Ce que recherche par-dessus tout Brian n'est pas au sol, mais à flanc de falaise. Des arbres pétrifiés. C'est dans l'un de ces arbres qu'ici, au 19e siècle, le fossile du plus vieux reptile au monde a été trouvé. Ces reptiles vivaient sûrement à l'intérieur de ces arbres. Un jour, j'espère, on découvrira un de leurs œufs dans un arbre. Ce serait le tout premier œuf de reptile jamais découvert. Qui de l'œuf ou du reptile est apparu en premier? Si Brian veut le découvrir, il est condamné à venir tous les jours à Joggins. En bout de course, la marée haute pénètre jusque dans les terres. Quand elle s'engouffre dans la rivière Petit Kodiak, elle inverse le courant et forme une vague qui avance à près de 15 km/h. Un mascaré.
amigo. Ça va bien? Youhou! Daniel Leblanc et Melvin Sanchez sont sûrement les 2 seuls surfeurs de Moncton. C'est une belle journée aujourd'hui. Oui. Ouais. Merci. Il faut dire qu'à 35 km du bord de mer, la ville n'a rien du spot de glisse. Mais grâce au Mascaret, David et Melvin s'offrent une session de surf plusieurs fois par semaine. Wow, il y a un banc de boue. OK, il faudrait se mettre à gauche. À gauche, pas mal. Mais c'est des belles conditions aujourd'hui. À la mer, on fait peut-être 10 mètres. Ici, on peut faire 500 mètres, 1 km, jusqu'à 5 km parfois sur la même vague. C'est un Mascaret qui passe tous les jours, contrairement à d'autres endroits dans le monde où on le voit plutôt autour des grandes marées. Mais il n'y a qu'une seule vague à chaque marée montante. Surfer un Mascaret est plus une affaire de ponctualité que de patience. David et Melvin n'auront pas de seconde chance. Dans ce monde qui se moque de nos certitudes, on ne peut être sûr que d'une chose. La mer finira bien par descendre. Alors le Canada, vous le savez, c'est immense. Et on a tout le temps cette sensation de vouloir aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. Le Canada, c'est un voyage qui ne s'arrête jamais. Et c'est toujours aussi beau, regardez ça. Là, je suis tout au bout de la Nouvelle-Écosse, très très loin. Plus loin, c'est l'Atlantique et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut des heures pour venir jusqu'ici, il faut beaucoup rouler. Je suis sur une route qui s'appelle la piste Cabot, ou la Cabot Trail, comme on dit dans la région. C'est une des plus belles routes du Canada. Et quand on est ici, il faut juste pas trop parler, rouler doucement et regarder. Chéticamp. C'est tout calme, tout propre. On n'a pas envie de dire village, on a envie de dire petite communauté comme ça au bout du monde. Et dans ce petit endroit isolé, au climat souvent rude, il y a une chose qui relie tout le monde. C'est la musique.
Si l'on veut goûter un peu à l'esprit de Chéticamp, il faut passer au pied du phare les soirs de beau temps. Apparemment, c'est là que ça se passe. Là, on est en Acadie quand même, non? Et c'est sympa cette petite fête. C'est notre party de cuisine. Une party cuisine. Oui, party, c'est un mot anglais. Oui, party. mais cuisine. Oui, parce qu'auparavant, dans les maisons, c'était la plus grande salle de la maison. Et c'est là qu'on faisait nos parties. Donc ici, c'est la cuisine. C'est notre cuisine pour la journée, oui. Donc ce soir, c'est le party, c'est notre cuisine. Bienvenue. C'est super. Mais alors, c'est tous les gens de la ville qui viennent. Oui, c'est un lieu de rencontre. Ouais. Puis les gens aiment beaucoup le violon. Et ah oui? Ça, c'est pas une légende. On danse souvent comme ça? Oui, c'est très typique. Presque chaque famille dans notre région, ce soit des chanteurs, musiciens, peuvent jouer des instruments. Ah oui? C'est dans notre sang. C'est dans nous. Et les claquettes comme ça, pour moi, c'est plus celtique, irlandais. Il y a l'influence. Ah oui? Parce qu'on est une communauté acadienne, mais entourée de ces différentes cultures. Et ça, dans les années, on a un peu incorporé les habitudes des autres cultures dans la nôtre. C'est un mix. Oui. Qu'est-ce qui rappe? Je vais aller voir. Bonjour. Hello, bonjour. Allô. Qu'est-ce que vous râpez? Je râpe des patates. Vous râpez des patates? Je râpe des patates. Mais c'est pour accompagner la musique? Ça rentre plus vite avec la musique. Voulez-vous râper une patate? Ah bah je veux bien, si vous voulez. Ouais. Allez, une petite patate. Regarde aux doigts pareil. Faut râper les patates, mais faut pas râper les doigts. Bah, c'est ça le plus dur. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec la patate râpée après? Ben, après ça, on les fait frire dans la poêle, on fait des crêpes. C'est pas des crêpes minces, peut-être comme en France, mais une petite affaire plus épaisse. Mais on ajoute un œuf, la farine et du sel. Puis ça fait vraiment une purée. Hein. D'accord. Et puis là, on fait frire ça dans la poêle, fricasser, comme que je dirais. Hein. Et alors, on peut pas imaginer une petite fête sans râper des patates? Pas un bas party de cuisine acadien, ça prend du râpage. On appelle ça du râpage. Redites-moi, du quoi? Du râpage. Du rampage. Du râpage, ça fait qu'on râpe. Ah, du râpage. Ouais, du râpage. Ouais. D'accord. Avec l'accent sur le A. Du râpage. ouais. Je vais en prendre une, mon gars. Ouais. J'en ai pas encore mangé, je sais pas si ça bonne. Ouais, ça fait que... Comme ça, direct? Ouais. Donc c'est de la mélasse de quoi? C'est fait avec la canne à sucre. Je peux être honnête. Je pense que la galette est très bien, mais alors la mélasse, j'ai un peu de mal. Ah, tu vois t'accoutumer. On dirait une bonne galette de pommes de terre, mais trempée dans un jus de sucre très épais et un peu lourd. Non? Ouais, mais l'hiver, ça fait bien, hein? Ça réchauffe. C'est pour l'hiver. Ouais, c'est pour l'hiver. Comment vous faites avec les cuillères, là? J'aime bien ça. En fait, c'est juste des cuillères qu'on utilise pour manger. C'est des vraies cuillères? Oui. C'est pas des cuillères musicales? Non. Ici, on appelle ça des triers. Des? Triers. Et c'est marrant, parce que l'idée, c'est de jouer avec les instruments les plus simples possibles, les instruments de tous les jours. C'est ça? Oui, parce que les parties se font toujours dans les cuisines. Quand on joue de la musique, c'est souvent dans la cuisine. Ah oui? Donc on prend ce qu'on a sous la main? Oui. Avec les fourchettes, il n'y a rien? Non, c'est plus dangereux. Voilà. Okay. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'entre vous, il y a une espèce de bonne humeur, mais calme, constante, calme, paisible. Il y a un truc comme ça ici. Oui. Puis je pense que c'est parce que c'est naturel. On fait souvent des soirées comme ça. On joue de la musique, on chante, on danse, on s'amuse. On se retrouve. Oui, avec les familles, les amis.
Quoi, c'est très agréable, cette ambiance. Oui. La petite fête continuera jusqu'au coucher du soleil. Et c'est très difficile de ne pas se laisser emporter par le violon. Oh là là, mais c'est technique hein, quand même. La vie des Acadiens est profondément rythmée par le climat. En voici un exemple frappant, à une centaine de kilomètres de Chéticamp, au large, sur les îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine, l'hiver cessa. La mer et la terre qui ne font qu'un durant des mois. La vie qui tourne au ralenti. Mais en avril, tout change. Le réveil des îles, c'est ça. Le réveil des îles. Le moment que tous les Madelinois attendent. Fini le blanc, l'archipel reprend des couleurs. Une douce euphorie se répand dans les moindres recoins. Tout le monde est joyeux. Les beaux jours sont enfin de retour. Sur la côte, les enfants se sont mobilisés pour aider l'une des plus belles plages à retrouver son plus beau visage, celui d'après l'hiver. C'est là que nous rencontrons Véronique. Transparent. Elle est biologiste, elle travaille pour la Société de conservation des îles, un organisme qui veille sur les sites naturels et sensibilise la population à leur protection. Il faut tout nettoyer, c'est le grand ménage du printemps. On fait ça chaque printemps avec les groupes scolaires, les enfants. En fait, c'est pas une corvée pour nous. On prend l'activité comme une sortie plein air aussi. Donc on en profite pour respirer le grand air puis sortir un peu de chez nous. On va se rendre jusqu'au gravier là-bas, au pied de l'île Boudreau, puis on va faire un petit bilan de ce qu'on a ramassé. D'accord. Ça vient d'où? La grosse angoisse, quand on arrive pour faire la première tournée, finalement, c'est qu'il n'y a plus de dunes. C'est toujours ce qu'on craint, c'est que la mer est tout rongée et puis qu'on se retrouve avec plus du tout de barrière. Donc, s'il n'y a plus de dunes, il n'y a plus d'arrière-pays. En fait, la dune nous sert de barrière face aux assauts de la mer. Le trésor des îles de la Madeleine, ce sont ces 300 kilomètres de plages de sable fin qui vont bientôt attirer des milliers de visiteurs. Des joyaux, il y en a d'autres, moins accessibles mais tout aussi beaux. C'est sur l'île d'entrée que Véronique va les admirer. La plupart des oiseaux de l'archipel nichent là. Certains ne sont revenus que depuis quelques jours. C'est le meilleur moment pour les observer et les photographier. Quand on commence à entendre les goélands et les mouettes, c'est un peu comme un réveil matin pour nous. Les premiers cris qu'on entend, on sait que la belle saison revient. Puis pour nous, c'est excitant parce que moi, particulièrement, en étant biologiste, je suis très curieuse d'aller les voir, de les observer. Ça, c'est le rocher cormoran. Il y a toujours des cormorans dessus. C'est leur maison. En fait, ce rocher représente notre côté un peu isolé, mais en même temps très habité. C'est un peu comme nous sur les îles. « 14 000 personnes vivent sur l'archipel. Beaucoup de jeunes ont fait le choix de s'installer sur le continent. Pas Véronique. Moi, quand je suis partie des îles pour étudier, j'avais juste hâte de partir. Je pense que j'avais envie du détachement de la famille, puis de voler de mes propres ailes un certain temps, d'apprendre à me connaître, de savoir qu'est-ce que j'aimais. Et puis un jour, le déclic s'est fait. J'avais envie de revenir pour retrouver plus mes racines, les amis qui étaient encore ici. Mais profondément, ce qui
vient le plus me chercher aux îles, c'est les odeurs, c'est tous mes sens sont en éveil quand je suis ici. Je sens, je respire la nature, je la touche, je l'observe, je la mange. Tous les sens sont en éveil ici. Mais les plus impatients en cette période de l'année, ce sont les pêcheurs de homards. 10 mois qu'ils attendent ce moment. Plus que 2 jours à ronger leurs freins et leurs bateaux prendront la mer. J'ai hâte de manger du homard frais, ça va faire du bien. Ça fait depuis le mois de juillet, on n'est pas mangé. L'année passée. Kaven est le cousin de Véronique. Il pêche le homard depuis 12 ans. Dernière vérification du matériel et des appâts. L'hiver, c'est je cours à gauche, je cours à droite pour préparer tous mes casiers et tout, on appelle ça nos agrès de pêche. Tout ce qui englobe cordage, bouée, tout. Puis quand le printemps arrive, ben, je prends la mer puis j'ai pas à me soucier de rien. En cette saison, la météo est encore capricieuse. Grand soleil la veille, neige aujourd'hui. C'est un peu comme si les îles refusaient de se réveiller et de libérer les pêcheurs de homards. Sauf qu'il en faudrait plus pour arrêter Kaven et son père, Jeannot. L'ouverture de la pêche, c'est dans 2 jours. Yeah! C'est pas le printemps qui revient, je crois que c'est l'hiver qui va réapparaître. Alors, là, dépêche-toi un peu parce que moi, je vais geler ici, moi, là. Je vais ramasser un bloc de glace. On est bien aux îles, mais pour moi, Dame Nature n'est pas avec nous autres. On a tout le temps hâte que le printemps commence parce que c'est la vie. On vit de pêche. Faut que j'y aille doucement. Vu que j'ai un trailer qui est chargé bien comme il faut, j'ai beaucoup de cages dedans. Question de sécurité. Le port d'attache de Kaven, c'est Cap-aux-Meules. 50 des 325 homardiers des îles de la Madeleine y sont ancrés. La pêche ne durera que 9 semaines, c'est la réglementation. C'est pendant cette période que les pêcheurs réalisent l'essentiel de leurs revenus. L'an dernier, la pêche a rapporté l'équivalent de 70 000 € à Kaven et son père. 30 000, une fois les frais déduits. On a 273 cages, chaque pêcheur, puis on n'a pas le droit d'en avoir plus. J'ai le plus petit bateau dans la flotte, mais il prend sa part pareil, comme même si j'aurais plus gros, ça serait la même affaire pareil. Un morceau de robot. Petit homme, petit bateau, petit trac. Petit homme, petit bateau, petit trac. Ouais. La nuit qui précède, moi, je vais te dire la franche vérité, je dors pas beaucoup. Je dors, mais... Pas parce que j'ai peur, mais c'est... T'as tout le temps un petit stress que tu penses au lendemain, tu vois s'il va faire beau, puis le système dort pas beaucoup. À 5 heures, les bateaux sont tous prêts, puis là, les bateaux attendent la fusée. Et quand la fusée a été lancée, là, ça part. Ah là, c'est là que le fun commence. C'est là que la vie commence. C'est enfin le jour J. La météo est bonne. Sur le port, les pêcheurs sont dans les starting blocks. Comme elles le font chaque année, Véronique, sa mère et sa tante sont venues souhaiter une bonne saison de pêche à Kaven et Jeannot. Soyez prudents, les gars. Puis ramenez-nous du beau homard.
Mais là, il a une belle journée. Bon. Ah oui. En n'étant pas, je veux dire que la mer est calme comme ça, là, c'est merveilleux. Soyez prudents. C'est bon! Hey! Ah, c'est parti, mon kiki! On va voir la fusée décoller, ça va pas être là. Ah, là, je suis dans mon best. And the best thing. La vie commence. Hey, Kevin! Ouais, vas-y. Là, c'est l'adrénaline. L'adrénaline vient de monter à black. La fusée, elle est partie. Ben ouais, go! Marhaba! Let's go, mon garçon! C'est bon! Yee-hoo! 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, Et let's c'est le ride débat! to the liquor store around the corner. The boys say they want to get a spot. I really don't wanna be a buzz like I had. Allez, on commence à acheter un fait ici. OK? Good. Il est tabarnak. Les premiers casiers sont à l'eau. Caven, qui connaît les lieux comme sa poche, a ses petits coins secrets. Ça ici, du homard ici, plus qu'à la normale. Comme de raison, le homard est à l'abri. Fait qu'il est à l'abri de toute tempête et toutes les intempéries qu'il y a. Fait qu'il vient se camoufler ici. Puis normalement, on a des belles surprises. Mais c'est jamais pareil. D'année, on en est. Là, on s'en va chercher un autre voyage. On a fini le premier et on s'en va chercher le deuxième. Je suis très content. Va pas finir à minuit de soir, va finir avant midi. Retour au port pour embarquer une deuxième cargaison de casiers. Si le maire Rydom, c'est Rydom en arrière. Véronique, sa mère et sa tante sont toujours là. Et la seule question qui les intéresse... Penses-tu dans le bar pour lundi? Ballon! Seul le sait. Le ventre commence à gargouiller. On attend le bon homard. Et le beurre à l'ail. Et le beurre à l'ail. La vie reprend. Quand la pêche au mort arrive, là, c'est là que les terrasses commencent à ouvrir, les petits restaurants où c'est avec la pêche au mort. C'est là que ça part, l'été aux îles. J'ai une petite fille de 4 ans qui suit ça. Elle est venue me réveiller ce matin là, pour dire « Mamie, hey, t'es pas debout! C'est la pêche ce matin, on va t'y voir, papy! » Caven et Jeannot doivent effectuer encore 2 voyages pour déposer leur quota de casier. Mais le jour de vérité, c'est pour demain, quand ils remonteront les premières cages. Pêcheurs qui s'en vont avec leur bateau pour le grand large. Tous les jours au milieu des vagues bleues, nous rendons hommage à tous ces marins. Là, ça, je savais que la première, c'était pas le bol. Je peux pas rien dire tout de suite. Tiens, on veut le premier. Ça, c'est bon. Lui, là, il va aller dans mon assiette à moi. C'est le premier homard. L'essentiel de la pêche ne finira pas dans l'assiette de Jeannot, mais elle ira alimenter les tables du monde entier. Ouais. Comme ceux-là, là, ils font du bien chez la pesée, ils sont gros. Tout bien à faire, il faudrait faire au moins dans le 400 livres pour la première journée. La 400 livres, ben, c'est peut-être 350, 350 au moins, tout dépend de la grosseur. Ça, c'est que plus qu'on va prendre de mort, ben,
plus qu'on a de chance d'aller en Floride. Hey, ça, c'est si où il va. Lui, il doit faire à peu près 2 livres et demi. Peut-être 3, mais pas plus. Il est gros, mais c'est pas énorme. J'en ai vu des plus gros que ça. Là, je suis encore, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Impatient de voir ce qu'il va y avoir au complet. Celui-là, il est vraiment gros, par exemple. Bon, il va me faire parler. Ah! Faut pas que tu te fasses pincer. Pour leur premier jour de pêche, Kaven et Jeannot ont remonté 350 livres de crustacés, pas loin des 400 livres espérés. Et pour fêter le homard nouveau, toute la famille est là. Ce premier dîner, c'est une institution. Ici, on ne sert pas des pics. On mange avec le dos de la... Ouais, là, il est trop large. Ça va faire pareil. Là, il est trop large. Moi, j'aime moins. Première journée, c'est une dégustation. Un petit toast. Ouais. Là que ça commence. Un toast, OK. On prend un toast. Un petit toast sur la nouvelle saison de Là. Celui-là, c'est le meilleur. C'est le mien. Puis il est bon. C'est le premier. Puis c'est celui-là qu'il fallait que je mange. La première bouchée, là, c'est la meilleure. Ah, elle est capotante. Quand tu parles de moi, je parle pas. À chaque première journée, oui, on se rassemble toute la famille. Et, c'est ça qu'on mange pour souper. Et c'est du homard, puis c'est du homard. Ce soir-là, dans toutes les maisons, on a fêté le roi homard et le grand réveil des îles de la Madeleine. En musique, comme d'habitude. Bientôt, le vert deviendra la couleur dominante. Les touristes débarqueront sur l'île, les étudiants reviendront dans leur famille et les doudounes iront hiberner dans les placards. 5 mois de fête et d'effervescence avant de virer au blanc, jusqu'à la prochaine ouverture de la pêche au homard. Pour aller rencontrer les Acadiens, il y a souvent un bras de mer à traverser. Et ici, on ne dit pas qu'on va prendre le ferry, mais qu'on va prendre le traversier. Dernière escale en Nouvelle-Écosse, une escale qui va me faire remonter le temps. Alors on sait tous que si l'histoire s'était déroulée un peu différemment, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait français en Amérique. Et eh bien un des lieux où tout s'est joué, c'est là. Cette forteresse s'appelle la forteresse de Louisbourg. Louis comme Louis XIV. À l'époque, on avait construit cette forteresse pour protéger la colonie française et ça restait vraiment bataillé dans le secteur contre les Anglais. Et on a perdu, et bien perdu, puisque la chute de Louisbourg, c'est la fin de l'Acadie française. Et cette chute a également largement contribué à la fin de la présence française au Canada.
Alors les Anglais qui n'y avaient pas de main morte à l'époque avaient rasé la forteresse, il n'y avait plus rien ici. Mais les Acadiens qui sont très attachés à l'histoire, à la France, ont décidé dans les années 60 de reconstruire un quart de la forteresse. Donc elle est de nouveau debout et c'est devenu un haut lieu où l'on vient essayer de ressentir un petit peu l'ambiance de l'époque des années 1750. Donc avant que tu peux passer, je dois vérifier que tu n'es pas un espion. Ah bon? Pourquoi est-ce que vous êtes ici à Louisbourg? Eh bien moi je suis venu voir un petit peu, je suis venu donner un coup de main aux Français. Oh, je crois que ça c'est quelque chose qu'un espion va dire. Peut-être tu es un pêcheur, un marchand, un nouveau soldat. Je vais rejoindre le bataillon, un futur soldat. Excellent. Ça va, c'est d'accord? Oui, ça va bien, oui. Est-ce que les Anglais sont dans le coin, ils sont sur le point d'attaquer ou on a le temps de se préparer un peu là? Ça c'est pourquoi je suis ici, pour arrêter les Anglais. Ah oui, d'accord, donc pour l'instant c'est calme. Pour l'instant, oui. D'accord. Oui. Très bien. Amusez-vous bien. Merci. Bienvenue. Voilà, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Vous êtes magnifique. Oh, merci bien, monsieur. Merci bien. Bonjour. 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 Vous êtes quoi? Vous êtes soldat? Bonjour, vous êtes... On est dans la milice. Dans la milice. Milice française à la forteresse de Louisbourg. Milice française? Oui. Oh oui. Ah oui. Et alors, vous êtes milice, ça veut dire que vous gardez la forteresse, que vous participez au combat? Oui. Comment ça se passe? La forteresse de Louisbourg a des soldats, mais nous autres, même tous les hommes de la forteresse sont partie de la milice qui aide les soldats français quand c'est qu'on est en guerre. Bon. Je peux entrer? Oui, puis on va aller avec nous. D'accord. OK? Au Okay. revoir. Bonjour. Bonjour, mes gars. Bonjour. Ça va? C'est des Français, eux? Oui, c'est des Français. La milice. La milice? La milice, La avec milice. nous autres, oui. La reconstruction de Louisbourg dura 22 ans. Un projet gigantesque, pour un coût de plus de 17 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est un site historique majeur qui attire des visiteurs du monde entier. Le but est donc de ressentir pleinement, physiquement, l'ambiance qui régnait au XVIIIe dans la forteresse. Entre exercices de tir, roulement de tambour et bruit de basse-cour. Et il y avait des oies dans les forteresses? Oui, absolument. On les mange. Ah, c'est pour manger? C'est pas pour garder? Pas pour garder, non. Parce qu'il y a des oies qui gardent? Oui, mais pas pour nous autres. C'est la nourriture, c'est ça. Ah, pas au Canada? Les oies ne gardent pas au Canada? Non. Ah bon? Et alors votre fonction dans la forteresse, c'est quoi? Moi, je suis jardinier. Jardinier? Donc, je m'occupe des jardins, je m'occupe des animaux aussi. Et donc, vous êtes gardien des oies? Oui, c'est ça. On peut dire ça, oui. Et est-ce que vous savez les mener? Les mener? C'est-à-dire les diriger? Est-ce qu'elles vous obéissent? Oui, c'est pas... Oui, on les entraîne comme ça. Vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça oui, fait? Absolument. Donc, à gauche. À droite. C'est comme l'ail de la mer. Donc, si la mer, il y a une mer qui marche, elle va ouvrir ses ailes comme ça. Donc, c'est ça que c'est pour imiter ça un petit peu. Oui. Ah, d'accord. Vous imitez la mer qui ouvre ses ailes avec votre bâton, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et souvent, c'est l'ombre qui voit. D'accord. Oui. Je peux essayer? Oui, Parce que j'ai jamais mené des oies. J'adore ces animaux. Hop. À droite. À droite, à droite, à droite, à droite. Je peux pas leur faire demi-tour. Viens plus par ici. C'est ça. Allez, les oies. Hop. C'est bon, oui. Regardez ça. Ça a une autonomie de combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Peut-être 2-3 kilomètres par jour. C'est très doux, c'est apaisant. La forteresse de Louisbourg fut édifiée à un endroit stratégique pour la protection des intérêts de la France en Amérique. On l'appelait à l'époque la Gibraltar du Nord ou même la Dunkerque de l'Amérique. C'était une véritable ville avec commerce, boulangerie, taverne et même une chapelle aujourd'hui reconstruite à l'identique.
Ce qu'il y a de bien dans cet endroit, dans cette forteresse, c'est qu'il y a une ambiance très agréable. C'est à la fois un peu d'histoire, un peu d'amusement, et puis en même temps des petits moments comme ça, légers, délicieux. C'est très agréable. Très agréable. Moi, j'aime ça. Tous les dimanches, je viens ici, comme volontaire, juste pour l'ambiance, juste pour l'histoire, juste pour l'expérience. C'est fantastique, hein? Vraiment. Qu'est-ce qui va se passer là? On prépare pour le tir de canon dans pas trop longtemps. Tir au canon? Oui. Et pourquoi est-ce qu'on attaque massivement comme ça? L'anglais approche? Ah non. Ils ont besoin de pratiquer leur précision avec le canon. D'accord, très bien. Donc c'est un entraînement. Exactement. En joue, empâtez vos heures, tire! Et c'est pas dangereux? La façon qu'un fusil fonctionne, c'est que tu remplis le panier, le bassinet ici, avec le poudre noire. Puis si quelque chose va mal, le poudre noire peut aller puis exploser dans ta face. Ah oui? Oui, alors tu as besoin de faire sûr que tu as de la bonne quantité, que le poudre noir est bien mesuré. Et en plus, faire sûr qu'il n'y a rien dans le canon. Très bien, tout va bien. Parfait. Merci. Vive le roi. Roulement de tambour, le moment fort de la journée à Louisbourg approche. Tenue de protection d'époque obligatoire. Faut que je mette ça? Pourquoi? Pourquoi faut mettre ça? Parce que c'est plus chaud. Ah bon? Pourquoi ça protège? Ça aussi? Les bouchons. Les bouchons parce que c'est pour... Bravo les gars! Vive le roi! Vive le roi! Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon canonnier? Il faut faire attention à quoi quand on pratique? Il faut que tu vas à l'école. Ah oui? Il faut apprendre les mathématiques. Les mathématiques? Oui, pour l'élévation, pour le canon. Ah oui? Sur la première shot, c'est la meilleure. Le deuxième puis le troisième shot, je suis supposé de frapper l'objet. Ça, c'est notre job. Ce gars ici, c'est un nouveau canonnier. Il va apprendre toutes les choses comme ça. Et il a combien d'années de formation avant lui, avant d'être un bon canonnier? Lui, il a fait si bien, peut-être, une couple de mois, il va être officiellement canonnier. Mais alors, comment vous expliquez qu'avec un si beau fort et des canons aussi majestueux, on ait perdu la bataille? Parce que la deuxième bataille ici, il y avait 27 000 anglais. 13 000 qui débarquaient, plus qu'à 100 bateaux, puis 2 000 canons. La forteresse, il y avait une douzaine de bateaux, 8 000 gars, puis 500 canons. Donc on était à 8 000 contre 27 000. Ah oui. Moi, j'aurais bien voulu qu'on aperçoive quand même quelques Anglais décimés, là. Ben, ils sont là, mais ils sont morts. Ils sont morts. Ah oui, donc on les voit pas. D'accord. C'est un beau canonnier. Pas comme les bateaux. Tu vas voir de bateaux, je vais couler les bateaux. C'est bon. C'est sympa l'histoire avec vous, c'est marrant. C'est bon. J'aime bien. C'est bon. Les Acadiens sont un peu comme leur forteresse de Louisbourg. Ils défendent leurs racines, fièrement, avec comme arme principale la bonne humeur. Voilà, c'est la fin de ce voyage en Acadie et je trouve que c'est une belle découverte. Ce tout petit bout de terre, tout perdu, où l'on parle français, dans un océan anglophone. Quand on arrive ici, on a un petit peu la sensation de retrouver une famille qu'on aurait un peu ignorée, une famille qui pourtant est là, où l'on se sent bien tout de suite, où l'on se serre les coudes, unis.
finalement, c'est peut-être une famille dont on peut se dire qu'on a eu tort de ne pas venir la voir plus souvent. À très vite sur d'autres routes.